Il y a quelque part en Afrique de l'Est, une petite colline perdue au milieu de la savane qui s'érige solitaire au milieu du territoire des Maasai. Les pasteurs de la pluie appellent ce lieu Mbélé, la petite fleur de la savane. Ils considèrent l'endroit sacré, car les jours de pleine lune, on voit se détacher sur l'horizon la silhouette d'une jeune femme aux longs cheveux bouclés qui contemple la nuit infinie. Le peuple nomade ne sait pas depuis quand la jeune fille vient pleurer en regardant la savane. Mais chez les Maasai du clan des Arusha, les anciens racontent aux jeunes depuis de très nombreux printemps comment naquit la légende. Masuku était le chef d'un petit groupe de bergers qui vivaient à la frontière de la Tanzanie et du Kenya, au pied du Kilimandjaro. Masuku était un homme apprécié des siens et très amoureux de sa jeune femme Nyame. Il avait eu plusieurs femmes dans sa longue vie, mais jamais d'enfants. Aussi se désolait-il de voir sa belle et jeune épouse se morfondre de ne pouvoir être mère. Il parcourait souvent les plaines du territoire de ses ancêtres, triste de savoir que ses vieux jours ne verraient pas gambader ses descendants autour du village. Un jour, tandis que Masuku marchait à la recherche de nouveaux pâturages pour les vaches de son clan, il entendit le rugissement furieux de Simba envahir la brousse. Le lion, normalement, se tenait loin des villages du peuple Maasai, car il savait leur bravoure et qu'ils pouvaient le poursuivre pendant des jours, armés de leur seule lance. Masuku grimpa aux branches basses d'un acacia épineux et scruta l'horizon. Au loin, à une quinzaine de minutes de course, il vit le chariot d'un colon blanc et le lion qui tournait autour, attiré par l'odeur des chevaux. Le guerrier Maasai entendit plusieurs coups de feu, puis le silence envahit de nouveau la plaine. Masuku savait par tradition ancestrale qu'il valait mieux se tenir à l'écart des affaires des Blancs. Depuis qu'ils avaient envahi le territoire des Maasai, ils n'avaient rien apporté de bon. Mais Masuku était avant tout un homme noble et bon, et il ne pouvait se résigner à laisser un homme, quelle que soit sa couleur, seul face aux griffes du roi des animaux. Il descendit de l'arbre, reprit sa lance et commença à courir, de cette foulée légère et rapide, caractéristique des hommes de son peuple. Quand il arriva sur les lieux d'où étaient parties les détonations, il trouva un homme allongé, près d'une roue du chariot, ensanglanté, éventré par les griffes acérées du grand lion solitaire. Le fauve, lui-même blessé, tournait en rond sans se résigner à quitter les lieux, mais non plus se résoudre à attaquer de nouveau sa proie blessée. Masuku vit une jeune femme folle de terreur qui essayait d'effrayer l'énorme animal avec un ridicule couteau de cuisine. Il savait que le lion d'un moment à l'autre fondrait sur cette ennemie si fragile et en finirait avec elle en quelques secondes. Il courut s'interposer entre le lion et la femme chétive, regarda le lion dans les yeux et lui dit en swahili « Masuku nie, anopatokni, niaka Maasai sondi Simba, untindanupa kna ektadoti » Le lion sembla comprendre ce que la voix de l'homme noir lui disait. « Masuku n'est pas une femme frêle, Simba, mais un guerrier Maasai. Va-t'en, laisse ces gens en paix. » Le lion marqua une pause dans ses allées et venues autour du chariot, regarda le grand Maasai, sa lance levée, puis finit par s'en aller. Quand le lion fut à bonne distance et qu'il fut certain qu'il ne reviendrait pas, il se dirigea vers l'homme qui avait perdu beaucoup de sang. Il s'agenouilla auprès de lui pour se rendre compte qu'il était en train d'agoniser. La femme se précipita vers l'homme et le prit dans ses bras. Elle lui parla comme l'on parle à un enfant, en le berçant dans ses bras, tandis que ses paupières se fermaient peu à peu. Masuku se maintint à l'écart, assis sur ses talons, sachant que la mort ne tarderait plus à venir. Le soleil était très haut dans le ciel, et il savait qu'il y avait une très longue marche pour arriver aux portes de la ville des colons. Il se leva et essaya de faire comprendre à la femme qu'il fallait s'en aller, mettre l'homme dans le chariot et poursuivre sa route. Mais elle se refusait à bouger, à lâcher l'homme qu'elle tenait dans ses bras, à s'avouer que son âme avait quitté son corps déjà froid. Masuku attendit encore 2 longues heures, puis décida d'aller chercher de l'aide.
quand il entendit des gémissements, puis des pleurs, venant de l'intérieur du chariot. Il regarda la femme dans l'attente de la voir réagir, mais celle-ci avait totalement perdu la tête et vivait désormais dans un monde où la réalité n'avait plus de place. Il s'approcha du chariot tout en observant les réactions de la femme, mais elle semblait désormais sourde au monde extérieur et chantait une mélopée triste en caressant les cheveux de celui qui avait été son mari. Masuku regarda dans le chariot des colons et vit une petite créature toute rose, aux immenses yeux bleus, qui s'agitait dans un grand panier en osier. Il prit l'enfant dans ses bras, ne sachant trop que faire, car ses pleurs indiquaient qu'elle avait faim. Il jeta un coup d'œil dans la carriole, mais n'y trouva rien qui pût alimenter un enfant si petit. Si il la laissait là pour aller chercher de l'aide, elle se déshydraterait. Aussi prit-il la décision de l'emmener à son village, où l'une des femmes du clan pourrait l'allaiter. Il l'enveloppa dans un linge de coton pour que le soleil ne brûle pas sa fine peau blanche. En courant, il mettrait un peu plus d'1 heure avant d'arriver à son beau mât. Il jeta un œil attristé sur la femme folle, mais décida de revenir avec de l'aide plus tard. Le guerrier Maasai courut comme un guépard, aussi vite que le lui permettait le petit paquet fragile qu'il portait dans ses bras. Il traversa la savane en sueur, à la limite de ses forces, inquiet d'arriver pour rassasier le bébé qui ne cessait de pleurer. Il franchit la clôture de branches épineuses qui protégeait le village des animaux sauvages à bout de souffle. 2 jeunes moranes le regardèrent passer devant eux avec surprise, car il ne prit même pas la peine de les saluer. Masuku hésita un instant. Devait-il d'abord aller voir Loloaboni, le chef spirituel du village, pour l'avertir ? Il décida qu'il était prioritaire de trouver une femme qui puisse donner son lait au bébé. Le mieux était de confier le nouveau-né à Enyame. Sa femme serait plus habile que lui pour résoudre ce problème. Enyame comprit tout de suite en voyant son époux que quelque chose d'inusuel se passait. Masuku était un homme tranquille. Or, les traits de son visage marquaient une agitation qu'elle ne lui connaissait pas. Elle entendit les pleurs de l'enfant qui lui tendit enveloppé d'un linge blanc. Elle prit le paquet et écouta avec attention ce qu'il lui disait. « Trouve vite une nourrice pour cet enfant, sinon il ne survivra pas à la tombée de la nuit. » Enyame ne demanda aucune explication. Elle courut avec l'enfant dans les bras chez une voisine qui avait mis au monde un petit garçon quelques semaines plus tôt. Masuku décida qu'il était de son devoir d'aller trouver Loloaboni pour lui expliquer la situation et lui demander son avis. Le vieillard était en train de faire bouillir des plantes médicinales. Il écouta avec attention le récit de celui qui était le chef du village, hocha plusieurs fois la tête, puis finit par dire que Masuku avait bien fait de sauver une vie et qu'il fallait maintenant songer à aller aider la femme. Il consulterait Ankai, le dieu des Maasai, cette nuit, pour savoir ce qu'il convenait de faire avec l'enfant blanc. Masuku appela les 2 jeunes moranes qu'il avait croisés à son retour au village et leur demanda de l'accompagner. Avant de partir, il but une grande rasade de lait mélangé au sang d'une vache à laquelle il avait fait une petite incision à la jugulaire. Il avait besoin de reprendre des forces pour parcourir les kilomètres qui séparaient le village du chariot. L'homme, accompagné des 2 jeunes guerriers, qui avaient à peine 15 ans et n'avaient pas encore subi les cérémonies initiatiques, entreprit la traversée de la savane, tandis que l'astre du jour commençait sa descente vers l'horizon. Lorsqu'ils arrivèrent près du chariot, ils comprirent vite que Simba était revenu sur les lieux au départ de Masuku. Le corps de l'homme avait disparu, et une longue traînée de sang laissait clairement voir que le lion avait emporté sa proie pour la dévorer. Ils cherchèrent dans le chariot. La femme n'était plus là non plus. Ils fouillèrent les alentours pour découvrir des traces et finirent par comprendre avec horreur que la femme avait suivi le lion qui traînait le cadavre de son mari. Ils s'assirent un moment pour décider de ce qu'ils devaient faire. Il n'était pas sage de partir à la poursuite de Simba maintenant, car déjà la nuit tombait. Et Olapa, la lune, la femme du dieu Ankai, ne montrait qu'un quart de son visage. Le lendemain, dès avant l'aube, ils se mirent à suivre la piste du lion pour voir s'il était encore temps de sauver la femme. Mais elle avait dû s'égarer dans la savane
car ses empreintes s'éloignaient de celles du roi des animaux. Ils poursuivirent les recherches jusqu'à ce que le soleil soit au milieu du ciel. Ils décidèrent alors de renoncer, car tout cela les avait fort éloignés de leur village, et qu'il y avait fort à penser que si les lionnes n'en avaient pas fini avec la femme, les hyènes se seraient chargées de cette tâche durant la nuit. Masuku ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable d'abandonner les recherches. Mais d'un autre côté, il avait des responsabilités vis-à-vis des siens, et il ne pouvait errer indéfiniment dans les vastes plaines à la recherche d'une étrangère. De retour au village, Masuku trouva tout son petit peuple bien altéré par d'interminables discussions sur ce qu'il convenait de faire du petit être que Masuku avait ramené de la mort. Les avis étaient partagés. Loluaboni était de l'avis qu'il fallait emmener l'enfant au blanc. La plupart des hommes étaient du même avis, mais Enyame et les femmes du village disaient qu'avant que l'enfant ne reprenne des forces, lui faire faire un tel voyage était le condamner à ne pas vivre. Masuku trancha. Dans quelques semaines, quand l'enfant aurait pris du poids, il se chargerait de ramener la créature à son peuple. Pour l'instant, Enyame s'occuperait du bébé pour ne gêner personne. Enyame fut ravie de cette décision et dès cet instant se considéra comme la mère adoptive du petit enfant rose aux yeux bleus qu'elle appela Nbélé, la petite fleur de la savane, parce que la créature était une petite fille. Les semaines passèrent et le village sembla oublier l'existence de la petite, soit par discrétion et respect pour Enyame, qui prenait son rôle de mère très au sérieux, soit du fait que tous étaient conscients qu'il s'agissait là d'un sujet épineux qui risquait de créer des troubles au sein de la tribu, tant les opinions étaient partagées et contraires. Masuku, chaque fois qu'il demandait à sa femme quand la petite serait prête, obtenait pour réponse une demande d'un nouveau délai, de sorte qu'il finit par ne plus lui poser la question, sachant que le jour où il devrait emporter Nbélé vers les siens, ce jour serait celui d'un grand chagrin pour sa femme, à qui il n'avait pu donner un enfant de son sang. Les mois passèrent, puis les années, et Nbélé grandit parmi les Maasai. La peau brunie par le soleil d'Afrique, mais surtout noircie par les soins de sa mère, qui, pour la protéger des feux du ciel, avait inventé une crème faite de beurre et de cendre. Ce mélange protégeait la peau claire de sa fille contre les insectes, mais aussi et peut-être surtout du regard des autres. Enyame rasait systématiquement les boucles dorées de son enfant pour supprimer tout signe de différence, inquiète de ce que la souple chevelure de Nbélé n'attire la curiosité des quelques blancs qui traversaient parfois leur territoire. Nbélé était l'orgueil de sa mère, car à part sa grande beauté, elle était d'une intelligence et d'une vivacité peu communes. À 4 ans, au lieu de se livrer au jeu des filles, qui aidaient leur mère dans les tâches quotidiennes, elle poursuivait les chèvres égarées aux côtés des petits garçons. Masuku riait allègrement quand sa femme lui reprochait de laisser la petite se comporter comme un petit guerrier Maasai. Il aimait sa fille, bien qu'elle ne portait pas son sang. C'était une créature enchantée. Elle courait comme une gazelle dans les plaines immenses de Masai Mara, parlait aux bêtes domestiques qui la craignaient et lui obéissaient. Nbélé était un tourbillon de vitalité et un sujet de constante surprise pour la communauté. À 8 ans, elle avait réussi à faire admettre à la tribu que sa place était auprès du bétail avec les jeunes garçons de son âge. À 12 ans, elle rivalisait avec eux à la course et au lancer de pierres. Elle roulait souvent dans la poussière avec son frère de lait, Mananbito, quand celui-ci lui faisait remarquer que déjà sa poitrine prenait forme. Le problème commença à se poser lorsqu'à l'approche de l'adolescence, le clan souleva la question de ce que l'on allait faire d'elle. Plus personne alors ne parlait de la ramener chez les Blancs. Elle était devenue une sorte de talisman pour son peuple d'accueil, car depuis qu'elle vivait parmi eux, les pluies étaient abondantes et le bétail se reproduisait. Mais tout de même, il n'était pas possible de la laisser devenir un Moran, un futur guerrier Maasai. Passait encore qu'elle sauta à pieds joints la danse traditionnelle des pasteurs de la pluie. Autre chose était d'accepter qu'elle participe au rituel qui amenait les jeunes garçons vers l'âge adulte. Nbélé dut donc accepter sa condition de femme et rester au village à aider ses congénères à tisser
et faire des parures de pierre pour les cérémonies. Elle semblait s'étioler dans ses tâches, et Enyame se rongeait d'inquiétude à voir le regard triste de sa fille, assise devant la porte de leur case. Elle se piquait les doigts, si peu concentrée sur sa tâche que le sang coulait le long de ses mains sans qu'elle ne s'en rende compte. Masuku commença à penser que le moment était venu. Elle ne pouvait pas devenir une femme Maasai, ni épouser un membre des tribus voisines. Il repoussait chaque jour cette pensée, mais savait que le temps était venu de ramener Nbele chez les siens. Un jour, Masuku l'emmena avec lui dans une longue marche aux côtés du bétail. Une longue journée pendant laquelle il essaya de lui expliquer son histoire et sa différence. Mais la tâche était difficile, car la petite fleur de la savane n'avait jamais croisé un blanc de sa vie. Masuku la laissa finalement aller chasser avec Mananbito, son âme sœur depuis l'enfance, car il ne voulait pas gâcher ses derniers moments avec le clan. Sa décision était prise. Il irait. Il traverserait Amboseli pour aller à la ville des colons, leur remettre la petite. Il avait eu affaire parfois aux maires anglais pour organiser la répartition des territoires entre nomades et agriculteurs. C'était un homme juste, il saurait que faire. Sans doute demanderait-il pourquoi les Maasai avaient gardé si longtemps une petite blanche. Mais Masuku était décidé à ne pas donner de réponse à cette question. Il en allait de la fierté des Maasai que de ne pas présenter d'excuses à d'autres peuples. Nbele fêta son 18e printemps avec sa famille, car malgré sa décision, Masuku ne parvenait pas à se séparer de l'enfant qu'il avait sauvé des lions et vu grandir. Elle était depuis longtemps en âge de se marier, mais personne n'était venu demander sa main. Elle était trop étrange pour qu'un homme Maasai puisse envisager de fonder un foyer avec elle, qui passait plus de temps à bondir derrière les zèbres, provoquer les girafes et faire fuir les hardes de gazelles qu'à apprendre ce qu'une femme Maasai doit savoir. Les Maasai sont un peuple courageux, de guerriers valeureux, mais ce sont fondamentalement des pasteurs nomades, pas des chasseurs. Aussi leur était-il incompréhensible cette volonté permanente de Nbele d'affronter la nature et les autres espèces. Elle ne les tuait jamais, car les Maasai ne mangent pas de viande, mais elle semblait prendre plaisir à les poursuivre, les défier, lutter avec eux, sans autre objet que son propre plaisir. Par une belle matinée de printemps, tandis que Nbele courait aux côtés de son frère de lait à la poursuite d'un bébé phacochère, ils s'arrêtèrent tous deux essoufflés derrière un petit taillis d'épineux. Le petit porcin leur avait échappé et ils attendaient à l'affût le passage d'une autre proie. Un silence soudain sembla couvrir la savane, comme lorsque Simba et ses lionnes partent en chasse. Pas un oiseau ne volait, pas un gnou qui n'eût l'oreille tendue et l'échine immobile. Soudain, Nbele et Mananbito virent apparaître un homme étrange monté sur un zèbre sans rayures. Il semblait dominer l'animal sans difficulté, car celui-ci s'arrêtait et tournait à droite et à gauche lorsque l'homme tirait sur des espèces de cordes de cuir qui entraient dans la bouche de l'animal. Il était jeune, avec une barbe jaune et de longs cheveux de la même couleur. Il était habillé d'une couleur qui le confondait avec la savane et portait un chapeau en peau au large bord. Les deux jeunes Maasai avaient entendu parler des Blancs, mais ils n'en avaient jamais vu un. Ils sortirent de leur cachette, car un Maasai ne se cache jamais devant un autre homme. Un Maasai ne craint personne. Le Blanc, surpris, leva une chose longue qu'il tenait d'une main et la dirigea vers eux. Mais ni Nbele, ni Mananbito ne se sentirent menacés, car cet objet ne ressemblait en rien à une lance. Puis, devant leur impassibilité, l'homme baissa l'objet et leur parla dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Il descendit de l'animal qu'il attacha à un arbuste, puis se dirigea vers eux. Les deux jeunes Maasai le toisèrent avec le regard fier propre au peuple de la savane. Il parla dans sa langue et ils ne comprirent pas un mot. Les deux jeunes pasteurs n'étaient jamais sortis de Masai Mara et ne connaissaient que le swahili. Le Blanc regardait Nbele avec une grande curiosité et indécence au goût de celle-ci, mais
il ne manifestait aucun défi. Aussi, dut-elle réserver son envie de lui déchirer son vêtement de la pointe de sa lance. Le jeune homme semblait ne pas donner crédit à ses yeux. Il s'approcha de ceux qu'il avait pris au début pour 2 jeunes moranes, pour constater qu'en fait l'un d'eux était une femme, et que les longues nattes huilées qui pendaient dans son dos étaient blondes. En s'approchant de l'ombre dans laquelle se tenaient les 2 adolescents, il remarqua que la fille avait non seulement le teint clair, mais également les yeux bleus. Il était un peu plus âgé qu'eux, grand et mince, la peau presque rosée. Sa chemise était trempée de sueur, car il venait de chevaucher dans la savane à la recherche d'une belle pièce de chasse. Derrière la selle de l'animal sur lequel il était arrivé, reposait une petite gazelle, les yeux vitreux, le flanc taché de sang. Les 2 jeunes Maasai sentirent une répulsion naturelle devant cette mort inutile. Leur peuple ne chassait jamais pour manger et comprenait encore moins que l'on puisse se livrer à une telle activité par simple plaisir. « D'où venez-vous » leur demanda-t-il cette fois en swahili, comme s'il s'adressait à des chasseurs furtifs qui avaient envahi son territoire. Mananbito lui jeta un regard de mépris et répondit « Ces terres appartiennent aux Maasai depuis la nuit des temps. Que fais-tu toi, étranger sur nos terres ?» Le jeune homme éclata d'un rire de défi. « Cette terre appartient à sa gracieuse majesté la reine Victoria. C'est par sa bonne volonté que les Maasai peuvent encore y faire paître leur maigre bétail. » Nbélé sentit la fureur la gagner, et prête à lever sa lance, elle n'arrêta son geste que du fait de l'arrivée de plusieurs cavaliers. Ils étaient tous blancs, accompagnés d'un guide Kikuyu. Celui-ci regarda les 2 jeunes avec haine, tant la rancœur entre les 2 peuples était solide et ancienne. Les Maasai, persuadés d'avoir été désignés par le dieu Ankai de la garde de son troupeau de vaches sur la terre, n'ont de cesse depuis des lustres d'attaquer les villages des autres pasteurs pour reprendre ce bétail dont ils sont convaincus d'être les seuls mandatés pour sa garde. Le jeune Anglais échangea quelques mots avec les nouveaux arrivants en leur montrant Nbélé. Comme il la montrait du doigt, elle se sentit de nouveau offensée, et seule la sagesse de son frère de lait lui interdit tout geste irréparable. Les étrangers maintinrent un long conciliabule avant de prendre la décision de remonter sur leurs animaux et repartir d'où ils venaient. Le plus âgé, un homme aux tempes grises, fit passer lentement son cheval devant Nbélé pour l'observer une dernière fois. Il lui sourit, dit quelques mots qu'elle ne comprit pas, puis partit au galop pour rejoindre le reste du groupe qui s'éloignait, levant derrière lui un nuage de poussière. De retour au village, les 2 jeunes se précipitèrent pour raconter leur étrange rencontre au chef du village. Masuku les rassura en disant que les Blancs faisaient de temps en temps de petites excursions dans la savane pour chasser le lion, la gazelle et l'éléphant. C'était une coutume étrange, mais elle ne dérangeait en rien la vie paisible des pasteurs Maasai. Les 2 jeunes se retirèrent pour aller conter leur aventure au reste de la tribu. Masuku se sentit fort préoccupé de l'événement, car il savait que désormais, les Blancs connaissaient l'existence de Nbélé, et il était bien certain qu'il ne tarderait pas à venir l'interroger. Il s'entretint du fait avec Enyame, qui se mit à pleurer, voyant l'approche d'un grand malheur se dessiner, puis alla voir Lolwaboni pour discuter de la décision à prendre. Le lendemain, en effet, la troupe de cavaliers se présenta en milieu de matinée au village. Ils avaient campé à quelques lieues de là, près d'un point d'eau où les Maasai abreuvaient leurs bêtes. Le fait en soi était un affront, car ils n'avaient pas eu la bienséance de venir demander l'autorisation au chef du village, qui leur aurait concédé avec hospitalité leur requête. Mais Masuku considéra le moment inopportun pour aborder ce point de l'étiquette. L'homme aux cheveux gris vint seul au-devant de Masuku. Il fut courtois, car ayant vécu de nombreuses années au Kenya, il connaissait les bonnes manières des Maasai. Il était lui-même un chef de sa communauté, le chef du village des Blancs, et Masuku avait eu l'occasion de négocier avec lui. Les 2 hommes restèrent un long moment debout, face à face, à échanger des politesses avant d'aborder le sujet de la visite. Tout le village les observait attentifs à la moindre de leurs expressions. Un peu à l'écart, le petit groupe de chasseurs blancs, à côté de leurs chevaux, l'arme aux pieds, n'en était pas moins prêt à intervenir si les choses prenaient une tournure inattendue.
Masuku apprécia la délicatesse qu'adopta Stevens pour expliquer sa surprise de trouver une femme blanche dans le village Maasai. Masuku invita son hôte à s'asseoir comme lui sur ses talons pour lui conter toute l'histoire. Stevens hochait la tête de temps à autre pour manifester sa compréhension. Après une bonne heure de conversation aimable, l'homme blanc se leva, salua avec respect Masuku, puis retourna vers les siens. Il prit à son tour un moment pour leur expliquer ce qu'il avait appris, puis tous remontèrent sur leurs zèbres sans rayures et s'enfurent vers leur camp. Le soir venu, Masuku réunit les anciens du clan. Il avait médité toute la journée les paroles de Stevens, et bien que son cœur se rompe à ce que lui avait dit le vieil homme, il devait reconnaître que le moment était venu de prendre la seule décision possible. Il expliqua longuement que Nbélé était sa fille adoptive, mais qu'elle appartenait au monde des Blancs, et que bien que son âme se déchire à l'idée de la voir partir, c'était la seule solution si le village ne voulait pas être exposé aux représailles des Blancs. Il expliqua que le maire de White Valley ferait sans doute un don important en bétail et à la tribu en remerciement de ce qu'ils avaient fait. Les Blancs considéraient que Nbélé était blanche et que, comme telle, elle devait retourner auprès des siens et être éduquée parmi eux. Quand le conseil eut pris la décision, il fit appeler Nbélé. Elle écouta stoïquement le verdict, mordant ses lèvres pour retenir les larmes qui envahissaient sa gorge. Son père l'avait depuis longtemps prévenu que ce jour arriverait, mais les années étaient passées sans souci. Elle bouillonnait de rage envers le jeune homme blanc qui les avait découverts et aurait transpercé son cœur de sa lance s'il se fût maintenant trouvé devant elle. Mais elle savait qu'elle ne pouvait, par égoïsme, exposer son peuple au danger de devenir ennemi de gens aussi puissants que venait de le dire Masuku. Les préparatifs du départ se firent dans les pleurs, car l'ensemble du village aimait la petite fleur de la savane, malgré son originalité. Enyame semblait ne pas être capable de surmonter sa douleur et restait à tout instant aux côtés de sa fille, lui faisant 1000 mises en garde. Le moment arriva de partir et Masuku décida de ne faire le chemin qu'avec 3 de ses plus vaillants guerriers. Ils s'étaient habillés de leur tenue d'apparat, tous vêtus de leurs longues toges rouges, et de multiples colliers de perles de couleur entouraient leurs cous et poignets. La marche jusqu'au bourg des colons dura 2 journées. Masuku avait négocié avec Stevens pour que Nbélé ne soit pas emmenée à la grande ville où elle serait trop loin des plaines sauvages de son enfance et du peuple qu'il avait élevé. Stevens promit qu'elle serait accueillie par une famille de colons qui n'avaient pas d'enfants et qui s'occuperait bien d'elle. Il lui enseignerait l'anglais et les manières du monde civilisé. Masuku n'avait pas compris ce que le blanc avait voulu dire par là, mais il lui faisait confiance. Nbélé marchait le front bas, sans une larme, incapable de savoir ce qui l'attendait dans ce nouveau monde, celui de ses véritables parents. Elle tournait la tête de temps en temps pour apercevoir son frère, son ami de toujours, le beau et brave Manambito, qui les suivait à distance, se cachant dans les hautes herbes de la savane ou derrière les épineux squelettiques, rampant sur le sol lorsqu'il n'y avait plus de végétation pour se dissimuler. Masuku et les 3 guerriers qu'il avait repérés dès le départ firent comme si de rien n'était, ne voulant pas ajouter à la tristesse de Nbélé en obligeant Manambito à faire demi-tour. L'arrivée de Nbélé dans la petite ville des colons avait été préparée par les autorités locales comme le retour de l'enfant perdu. Toute la population l'attendait aux portes de la ville, là où le bush cédait la place au pâturage et aux petits vergers bien entretenus. Elle fut célébrée sans comprendre pourquoi, car elle ne connaissait personne parmi ces femmes et ces hommes qui la regardaient comme un petit animal sauvage, avec parfois une petite moue de répugnance pour son habit Maasai et ses longues tresses enduites de graisse d'animal. Nbélé les toisait tous, la tête haute, comme un jeune guerrier Maasai le fait, avec assurance, défi et dédain. Le reste de la troupe Maasai fut vite oublié après que Stevens eut remercié Masuku et lui ait remis 3 vaches bien grasses. Le père de Nbélé, les yeux embrumés, ne put se séparer de sa fille comme il l'eût souhaité, seuls, tous les 2. Il aurait voulu lui insuffler la force nécessaire pour affronter cette nouvelle vie qui s'ouvrait devant elle et qui était
inéluctable, car les Blancs sont jaloux des leurs et avaient clairement manifesté qu'ils n'entendaient pas laisser une des leurs finir ses jours dans un village perdu de Masai Mara. La foule les sépara peu à peu, et Masuku se retrouva seul avec ses guerriers et les 3 vaches. Quelle ridicule compensation, pensa-t-il, en échange de l'amour qu'il ressentait pour l'enfant qui avait donné la joie à son foyer pendant de si nombreuses années. Mais les Maasai ne pleurent jamais, pas même leur mort. Aussi reprit-il le chemin de ces terres, le corps droit, à grandes enjambées souples, car il avait hâte de consoler Enyame. Les 3 guerriers qui l'accompagnaient eurent du mal à suivre la foulée athlétique qu'il avait conservée, malgré l'âge qui commençait à se pencher sur son épaule. Ils laissaient derrière eux celles qui avaient été l'objet de tant de débats contradictoires au sein du clan, mais aussi leur joie de vivre à tous, tellement cette créature avait été particulière pour eux. Derrière eux, droit comme une statue d'ébène se détachant sur l'horizon à la tombée du jour, Mananbito, qui était resté sur une petite hauteur qui dominait la ville, vigile immobile du destin de sa sœur, de son inséparable ami, de son amour de toujours. La nuit venue, Nbélé fut enfin emmené dans sa nouvelle famille, de braves gens qui l'accueillirent avec douceur et entrain. 2 braves boutiquiers de l'avenue principale du bourg, à qui avait échu cette tâche de ramener au monde une enfant perdue dans la brousse. Ils avaient assez peu d'expérience avec les enfants. Aussi, la tâche principale, dès lors que la jeune sauvage pénétra leur domicile, fut de la laver et l'habiller décemment, et surtout, défaire ces tresses horribles et malodorantes. Mais comment expliquer à une jeune Maasai qui n'a jamais utilisé l'eau que pour la boire, qu'elle doit entrer dans une cuve remplie de ce liquide et se frotter avec du savon pour libérer son corps de toutes ses impuretés? Comment faire pour peigner des cheveux emmêlés et graissés depuis des années, pour en faire jaillir de merveilleuses boucles blondes? Et finalement, comment la convaincre d'abandonner cette tunique rouge sentant le bétail pour adopter jupons, robes et autres fanfreluches de jeunes filles de la bonne société? Il fallut beaucoup de délicatesse, de gentillesse et de compassion à Miss Humble Might et son époux pour apprivoiser peu à peu la fierté arrogante de Nbélé, qui, 3 mois après son entrée dans leur demeure, refusait toujours de répondre au prénom très digne d'Elisabeth, dormait encore sur le sol de sa chambre et ne parvenait pas à apprendre l'usage des couverts pour manger. Nbélé avait tenté de fuir plusieurs fois, mais les robes incommodes et sa popularité au sein du bourg rendaient pratiquement impossible qu'elle parvienne au-delà des prairies irriguées qui marquaient le début de son ancien territoire. Elle était sortie souvent le soir pour voir au loin sur la colline la silhouette de son frère qui revenait toutes les nuits pour garder son sommeil ou peut-être l'aider dans sa fuite, mais en vain, car tout le monde semblait la surveiller. Elle progressa dans l'apprentissage de la langue des Blancs. De nombreux professeurs venaient lui apprendre des choses étranges qui piquaient sa curiosité, mais n'avaient aucun intérêt pour survivre dans le monde des Maasai. Elle apprit à boire le thé à 5 heures en compagnie des dames, en écoutant leurs conversations insipides et regardant par la fenêtre les pentes lointaines du Kilimandjaro. On tenta de lui apprendre à danser en tournant en rond sur une musique qui fatiguait ses sens. Mais elle préférait, au grand effroi de sa mère adoptive, enlever ses chaussures, joindre ses pieds et sauter de plus en plus haut en scandant une sonorité profonde, gutturale et répétitive comme le font les jeunes hommes Maasai pour rivaliser et fortifier leurs jambes. Quand le temps de l'apprentissage et de la curiosité fut passé, Nbélé commença à s'ennuyer et avec l'ennui apparut la mélancolie. Elle passait ses journées tournées vers la brousse, humant les parfums lointains qui venaient de la savane et lui rappelaient ses courses au milieu des lions, des girafes, des zèbres et des éléphants, tous ces animaux que les Blancs semblaient vouloir remplacer par d'horribles petits roquets chétifs qu'ils tenaient sur leurs genoux. Elle comprit assez vite qu'on ne la laisserait pas retourner se promener seule dans les vallées de son enfance. 1 ou 2 fois, elle était parvenue à convaincre sa mère adoptive pour aller rejoindre son frère de lait,
qui venait désormais les soirs de pleine lune prendre sa garde, comme pour lui rappeler à jamais son existence passée. Ils avaient fait des plans de fuite, et elle lui avait raconté toutes ses découvertes du monde des Blancs, et ils avaient ri tous les deux de son ridicule accoutrement. Mais on ne l'avait pas encore autorisé à aller revoir Masuku et Enyame. Nbele avait dans le monde des Blancs plus d'acquaintance avec l'univers rude des colons qu'avec les intérieurs remplis de fétiches et bibelots de la gente féminine. Aussi, lors des soirées, tandis que les jeunes filles de son âge, à la recherche d'un futur mari, attendaient fébriles qu'un charmant cavalier vienne les faire tournoyer au son d'une valse, Nbele rejoignait le groupe des hommes pour écouter leurs histoires de chasse. Elle parvint à ce qu'ils l'acceptent comme l'un d'entre eux, comme les Maasai avaient accepté son excentricité, la laissant tourner le dos à ses obligations de femme pour aller courir aux côtés de ses frères. Elle avait ce charisme naturel qui la faisait apprécier de ceux qu'elle approchait, et c'est ainsi qu'elle commença à participer aux parties de chasse sur les terres de son enfance, aux excursions de plusieurs jours en brousse, dormant à la belle étoile et servant de guide aux petits groupes d'amants de l'aventure et de la nature africaine. Nbele avait maintenant 20 ans. Elle avait abandonné la maison de ses parents d'accueil, parmi le monde des Blancs, pour aller s'installer seule dans une petite cabane aux limites de la savane. 2 ans étaient passés depuis son arrivée dans le bourg, et elle parlait désormais parfaitement la langue des colons. Elle avait appris beaucoup sur leur manière de penser et de voir les choses, et au fond, elle continuait à se sentir Maasai. Elle trouva sa place parmi les Blancs comme guide de chasse, un moyen de devenir indépendante, mais surtout de se rapprocher le plus souvent possible des terres sauvages sans lesquelles elle se sentait rétrécir. Il ne passait désormais pas un mois sans qu'elle n'aille voir Masuku et Enyame, et surtout Manambito. Son frère de toujours avait beaucoup grandi et fortifié son corps. Il avait passé le rituel selon la tradition Maasai et était devenu un jeune guerrier adulte. Ils passaient de longs moments ensemble à marcher dans la brousse, à s'arrêter pour humer l'air, pour savoir quel animal s'approchait. Manambito la taquinait de n'avoir plus la même aisance pour courir avec sa jupe et ses bottes, et il riait de la voir se laisser distancer désormais avec tant de facilité. Il riait aussi de la voir monter sur le zèbre sans rayures qu'elle appelait cheval. « Tu vas finir par ne plus savoir marcher, ma sœur », la provoquait-il. Alors, elle le prenait en course à cheval et ils finissaient tous deux à terre, roulant dans la poussière, dans de grands éclats de rire. Un automne, le maire du bourg fit organiser un grand safari pour la venue du gouverneur Kingsley. Il chargea Nbele de repérer les lieux les plus propices pour un campement confortable et pas trop éloigné du territoire des lions et des éléphants. Il insista pour qu'elle repère un rhinocéros, car le gouverneur et son fils étaient de grands amateurs de trophées et voulaient rajouter celui-ci à leur déjà longue liste. Nbele cherchait toujours des animaux blessés, dont elle savait que leur prédateur naturel aurait rapidement raison, ou de vieux mâles inutiles à la reproduction, à qui il ne restait, dans le meilleur des cas, que quelques mois de survie. Ses compagnons savaient dans quelle fureur elle pouvait entrer si l'un des chasseurs abattait une lionne à l'étang ou un jeune éléphanteau. Elle repéra donc un vieux rhino blanc, solitaire, un mastodonte de plusieurs tonnes, blessé dans un combat avec un rival territorial plus jeune et qui déambulait affaibli, une plaie ouverte au poitrail. Elle fit monter le camp par quelques kikuyus inféodés aux Blancs et s'en retourna au bourg de White Valley pour prendre la tête de l'excursion. Nbele fut présentée comme Elisabeth au gouverneur. Il hocha de la tête lorsque le maire lui rappela en 2 mots et à voix basse l'histoire tragique de la jeune fille dont les parents avaient été dévorés par les lions et qui avait été sauvée puis élevée par les Maasai. Il fit la remarque que l'histoire était loin de lui être inconnue, puisque c'était son propre fils qui avait découvert la jeune fille habillée en indigène. Il fit signe à un jeune homme grand et blond qui était resté en arrière avec le reste des invités. Nbele tressaillit en reconnaissant dans les traits de l'adulte le nez fin et la lèvre légèrement ironique de celui que plus d'une nuit, enfermée dans sa chambre, elle avait rêvé de transpercer de sa lance. Elle le considérait responsable de la fin de sa vie sans souci auprès de son père et de sa mère Maasai, et peu disposée à le pardonner.
Ils se toisèrent, sans un mot, elle, le regard assassin, lui, curieux du changement qu'il observait. La petite sauvageonne était devenue une femme splendide, aux longs cheveux soyeux et bouclés. Sa face, qui n'était plus recouverte de cendres pour la protéger du soleil de la brousse, était d'une fraîcheur tendre, parsemée de quelques taches de rousseur qui lui donnaient un charme particulier. Ses habits de Rangers, qui faisaient ressortir les rondeurs de sa féminité, firent rapidement oublier au fils du gouverneur sa première répugnance lorsqu'il avait vu cette peau blanche élevée par les sauvages. Il prit sa main pour ébaucher un baise-main galant, mais elle la retira brusquement, peu habituée à cette marque de courtoisie. Ils se regardèrent un instant dans les yeux, lui séduit par son caractère, elle rageuse de sentir en elle autre chose que de la haine. Lorsque le safari prit fin, 3 jours plus tard, la grande satisfaction du gouverneur l'incita à inviter Élisabeth à Nairobi pour qu'elle connaisse de plus près la civilisation. Il chargea son fils de l'emmener à l'opéra, au bal, de lui faire découvrir les après-midi au club de polo, lui apprendre à jouer au golf. Bref, de lui faire découvrir tout ce que le gouverneur considérait comme l'apport majeur de l'homme blanc à la civilisation, en plus du whisky. À vrai dire, la jeune femme avait une certaine curiosité des choses qu'on lui avait racontées qu'elle rencontrerait dans la grande ville, mais surtout l'idée de partager la compagnie de Francis Kingsley, fils du gouverneur, était un fait qui ne lui était plus tout à fait désagréable. Ses manières aimables et son humour avaient fait une petite fissure dans l'armure sentimentale de Mbélé, et en 3 jours de marche sous la lune africaine et de longues conversations sur leurs expériences vitales, la petite entaille s'élargit et déjà laissa s'engouffrer des flux de sensations inconnues qui troublèrent son sommeil. Le gouverneur insista pour lui faire adopter le patronyme de ses progéniteurs avant de quitter la capitale. Elle n'avait jamais songé à porter des papiers d'identification. Dans la savane, tout le monde sait qui est qui et à quel clan l'on appartient. Mais les Blancs ont besoin d'un état civil pour se faire reconnaître et Mbélé ne faisait pas l'affaire. Elle ne ressentait rien à porter ce nouveau nom, bien qu'elle eût du respect pour le courage de ses progéniteurs qui s'étaient lancés seuls en brousse sans attendre une caravane pour rejoindre leur poste dans la petite école du bourg de White Valley. Elizabeth Blacksmith. Elle s'habituait peu à peu à cette désignation, mais restait toujours au fond d'elle-même la petite fleur de la savane. Et après quelques semaines passées dans la grande ville, elle avait plus que jamais envie de redevenir Mbélé. Les premiers jours avaient été épuisants, mais extrêmement distrayants. Elle avait observé tout avec une extrême curiosité et tout fait expliquer depuis la perruque des magistrats jusqu'aux propos des membres de la société auprès de laquelle Francis Kingsley l'avait introduite et dont les bavardages lui semblaient un jargon à part. La résidence du gouverneur était aussi grande que 10 villages Maasai, mais ce qui la surprenait le plus, c'était le nombre de choses dont les Blancs s'entouraient pour vivre. Sièges, tables, tableaux, tapis, couverts de toutes formes, verres de toutes tailles, une infinité de bibelots qui encombraient tous les espaces. Elle avait demandé en riant à la femme du gouverneur comment elle faisait lorsqu'elle déménageait. Elle, la petite nomade, habituée à ce que son peuple aille vers de nouveaux pâturages, les mains vides, et brûlant leur demeure derrière eux pour laisser la nature telle qu'ils l'avaient trouvée. Lorsque les sorties commencèrent à l'ennuyer et que l'appel de la brousse se fit sentir, elle commença à s'enfermer dans un silence mélancolique. Le gouverneur, qui l'avait pris en affection, expliqua à son fils, manifestement épris de la jeune femme, qu'il était temps de la laisser repartir vers ses terres. « Francis, lui dit-il, Élisabeth n'est pas faite pour vivre dans le monde, et moins encore sous un climat pluvieux comme celui de notre mère patrie. Il vaut mieux que vous renonciez à la conquérir, ou que vous alliez vivre dans la savane avec elle. » Le jeune homme, trop mondain sans doute pour renoncer à son univers de fête et d'élégance, sourit à son père sans renoncer à sa tâche de Pygmalion. Mais les semaines suivantes lui firent comprendre que son père avait raison, et finalement finit par se convaincre de laisser Élisabeth retourner à White Valley. Une fois de retour sur les terres de son enfance,
Nbélé galopa pendant 3 jours d'un bout à l'autre de son territoire, s'arrêtant pour ramper sur le sol, pour approcher les zèbres qui s'abreuvaient, marchant entre les gazelles sans les effrayer, courant en hurlant derrière une famille de phacochères, comme elle l'avait toujours fait gamine. Elle parcourait la savane pieds nus avec Manambito, vêtue de nouveau de la tunique écarlate des Maasai. Tout lui semblait avoir repris une dimension humaine. Elle vivait désormais à cheval entre 2 mondes, comme un trait d'union entre 2 peuples, n'ayant rien en commun, sans juger ni l'un ni l'autre, tâchant simplement de comprendre les différences. Quand la guerre commença, elle fut chargée de négocier avec le peuple Maasai leur participation aux côtés des sujets de Sa Majesté. Mais ni elle, ni Masuku et les chefs des autres clans ne comprenaient rien à ce conflit. Les Maasai étaient des pasteurs de Ankai et leur devoir sur terre était de faire prospérer son troupeau, pas de se mêler aux querelles d'autres. Lorsque Francis Kingsley, en grand uniforme de parade, arriva à White Valley et fit le tour des villages Maasai pour recruter de jeunes moranes comme éclaireurs, elle comprit avec nausée ce que les Blancs essayaient de faire de son peuple. Le jeune capitaine s'installa avec sa troupe, non loin du bourg, avec pour objectif la surveillance de la frontière entre le Kenya et la Tanzanie. Francis, déjà séduit par le naturel de la jeune femme, par son aisance, ses manières nobles, son jugement droit, finit par tomber définitivement amoureux d'elle. Il entreprit un marivaudage de citadin auquel elle répondait avec amabilité, mais sans engagement. En réalité, Francis ne collait pas sur les terres de Nbélé. Elle avait senti une flamme, un bouillonnement de sentiments confus lorsqu'il l'avait prise en charge à Nairobi. Mais ici, tout avait changé. Elle ne voyait en lui qu'un pantin en uniforme, imbu de soie, paradant au milieu des terres des Maasai, comme s'il s'agissait de sa propriété et eux de ses gardes-chasse. Les mois passèrent et l'inactivité de la garnison et le peu de résultats de sa démarche amoureuse commencèrent à noircir l'humeur du jeune militaire. Il ne pouvait s'empêcher de la poursuivre en tout lieu et sous divers prétextes, tant sa présence lui était devenue indispensable. Nbélé restait polie, mais était de plus en plus distante, agacée par ses avances inopportunes. Il organisait des parties de chasse, soi-disant pour maintenir ses hommes en forme. En réalité, pour avoir recours à ses services d'éclaireur et jouir de sa compagnie. Les manœuvres pour compléter l'entraînement de ses troupes se multipliaient au-delà du nécessaire et du raisonnable, avec pour seul objet de pouvoir la retrouver près du feu de camp, le soir après de longues marches épuisantes, et bavarder avec pour seul témoin les étoiles du ciel africain. Elle commença à refuser de travailler pour l'armée britannique, prétextant son devoir de s'occuper de sa clientèle privée. Alors, il faisait le guet de ses allées et venues dans le bourg. Plus elle cherchait à s'éloigner de lui, plus il devenait fou d'elle. Lorsqu'il lui demanda de se marier avec lui, elle rit. Que ferait-il toute sa vie perdue au milieu des éléphants et des girafes? Il suggéra d'acheter une ferme. Elle rit plus encore. Cette idée de se sédentariser et de posséder de la terre était une idée saugrenue pour une Maasai. « La terre n'appartient à personne, lui répondit-elle, et il est idiot d'attendre la pluie ici si l'herbe a verdi là-bas. » Ce rejet rendit Francis fou de douleur et l'ennui d'un poste de garnison sans action l'entraîna à trop boire et perdre toute sérénité. Il devint agressif et possessif, ne supportant plus de la voir partager la compagnie de Manambito. Il ne parvenait pas à comprendre leur complicité et la jalousie et la frustration commencèrent à l'envahir comme une maladie infectieuse, chaque jour plus purulente. Il lui arrivait de faire la fête en ville toute la nuit, dormir jusqu'à midi, puis réunir ses troupes au plus chaud de la journée pour faire une marche improvisée. Ces hommes commençaient à critiquer son commandement et craindre ses crises. Nbélé, devant son comportement de plus en plus erratique, l'évitait systématiquement. Les Maasai, de leur côté, avaient observé au début les manœuvres du fils du gouverneur avec curiosité, parfois amusement, mais cette présence constante sur leur territoire et le manque de respect des Blancs pour leur zone de pâturage qu'ils traversaient au grand galop, détruisant la moindre pousse, commença à tendre les relations. Plus Nbélé tentait d'apaiser les esprits,
plus l'affrontement personnel entre Francis et Manambito semblait prendre corps. Les deux hommes, chaque fois qu'ils se croisaient, se toisaient, se défiaient du regard, cherchant un prétexte pour déclencher un conflit. Un matin, tôt, tandis que le soleil envahissait l'horizon derrière la silhouette massive du Kilimandjaro, un petit groupe du village de Masuku sortit pour mener les bêtes à un abreuvoir naturel. À la tête de la petite troupe marchait Manambito, qui déjà se profilait comme le futur chef du village, lorsque le père de Nbélé se sentirait trop vieux pour assurer le destin des siens. C'était maintenant un guerrier habile dans le maniement des armes, dont le charisme ne faisait aucun doute pour les siens. Le petit groupe prit position autour du bétail pour le protéger de l'arrivée d'éventuels prédateurs. Le ciel, petit à petit, prenait une couleur azur, abandonnant l'ocre du petit matin. La savane était paisible. Les oiseaux dans les branches des épineux indiquaient par leur chant qu'aucun félin ne rôdait. Tout à coup, la terre se mit à trembler et à quelques miles, un nuage de poussière s'éleva. Les Maasai se regroupèrent aussitôt pour essayer d'analyser le danger. Les volutes qui s'élevaient dans l'air les rassurèrent. Il ne s'agissait pas d'une horde d'éléphants pris de panique, ni d'un troupeau de buffalo fuyant un incendie. Ils s'écartèrent les uns des autres, brandissant leurs lances pour protéger le point d'eau, en commençant à crier et sauter pour effrayer la masse qui se rapprochait. Puis, ils entendirent des coups de feu et virent une dizaine de cavaliers blancs poursuivant quelques zèbres affolés qu'ils tiraient au hasard et avec des cris de barbares assoiffés de sang. Les Maasai s'interposèrent avec courage devant la masse rayée lancée au grand galop afin de protéger leur troupeau et le point d'eau. Finalement, les petits équidés virèrent vers l'est pour éviter les hommes qui leur faisaient face tout en échappant à leurs poursuivants. Les 10 cavaliers, au lieu de continuer à les pourchasser, foncèrent sur le petit lac au triple galop en hurlant comme des damnés. Les Maasai, loin de s'écarter, levèrent les bras, leur faisant signe de stopper. Francis était à leur tête, aussi ivre que le reste de la troupe. Il ne freina pas son cheval à la vue des Maasai, sinon qu'il l'éperonna de plus belle, le précipitant dans l'eau, faisant fuir les bovidés qui s'abreuvaient. Les autres soldats jetèrent à leur tour leur monture dans l'abreuvoir, se laissant tomber le long des flancs de leurs chevaux pour sauter et nager dans l'eau. Les 7 guerriers Maasai coururent un bon moment pour regrouper leurs troupeaux, qu'ils ramenèrent au point d'eau, où les hommes blancs continuaient à polluer le petit étang en soulevant la boue du fond. Manambito et les jeunes guerriers restèrent calmes, bien qu'ils se sentissent vraiment offensés par le manque de respect des soldats. Ils ne s'étaient jamais mêlés de leurs affaires et les relations, sans être cordiales, avaient toujours été pacifiques. Manambito interpella Francis depuis le bord de l'abreuvoir. Son ton était calme, mais impératif. Le fils du gouverneur, indigné d'être interpellé par un indigène, sortit de l'eau pour se planter face aux Maasai. Manambito, droit comme un i, le dominait d'une tête, campé sur ses longues jambes de coureur de savane. L'Anglais, en partie dessoulé, n'en restait pas moins vindicatif. « Qu'est-ce qu'il y a, sauvage ?» lui hurla-t-il à la face. « Tu n'aurais tout de même pas l'intention de me donner une leçon, non ?» Manambito ne broncha pas. Il le fixait droit dans les yeux pour démontrer qu'il n'avait aucune crainte et répondit à l'anglais en swahili. Francis Kingsley, ne supportant plus l'assurance tranquille de son interlocuteur, le gifla. Manambito ne broncha pas, interloqué, ne parvenant pas à croire à une telle offense. Ces hommes furieux firent immédiatement corps autour de lui. Les soldats, entre-temps, étaient sortis de l'eau et tous avaient la main à leurs armes. Un long silence s'établit, où les 2 groupes conscients du risque jaugeaient les réactions de leur ennemi potentiel. Manambito hésitait à répondre à l'affront, conscient de la supériorité des armes des soldats, mais pouvait-il laisser passer ainsi l'affront qui lui avait été fait ? Comment son village ressentirait-il son attitude ? Le considérerait-on comme un lâche ou comme un homme sage n'ayant pas mis en péril les siens ? Manambito en était là de ses réflexions quant à l'attitude à adopter, quand il entendit derrière lui le galop d'un cheval et la voix de Nbélé. Son corps se détendit.
Nbélé sauta de son cheval et se plaça entre les deux hommes. « Mais qu'est-ce qui te prend » vociféra-t-elle. « Ne sais-tu pas que tu es en territoire Massaï et que tu viens d'enfreindre les règles les plus élémentaires de la courtoisie en souillant leur point d'eau ?» Francis, furieux, se sentit humilié publiquement par le ton de la jeune femme. Ne sachant comment réagir, il l'écarta d'un geste violent pour se diriger vers sa monture. Nbélé fut déséquilibré et ne tomba pas grâce au soutien in extremis de son frère de lait. Une fois rétabli l'aplomb de la jeune femme, le Grand Noir rejoint en deux enjambées le capitaine anglais et l'arracha violemment de sa monture. Le jeune lord Kingsley, capitaine de l'armée de Sa Majesté, s'écrasa de dos dans la poussière. Tout dès lors sembla se dérouler de manière accélérée. L'Anglais se releva d'un bond et sortit son arme de la gaine de cuir qui pendait à son ceinturon et, sans réfléchir un instant, tira en plein cœur du jeune Massaï. Tandis que Manambito tombait à genoux, ces hommes levèrent leurs lances contre les assaillants. 6 des Anglais tombèrent transpercés, mais les rifles des 3 autres crachèrent leur feu en quelques secondes, mettant hors de combat tous les guerriers Massaï. Nbélé s'était précipité pour soutenir son frère. Le sang coulait de sa bouche, et ses yeux, à moitié chavirés, regardaient sa sœur, sans parvenir à comprendre ce qui lui était arrivé. Il continuait dans un dernier sursaut de courage de se refuser à se laisser tomber au sol. Puis, la force quitta son corps, et il s'affaissa. Nbélé hurla de douleur et prit son frère dans ses bras. Le résultat de cette furie absurde gisait sur la terre rougie de sang. Les soldats qui avaient survécu au massacre venaient en aide à leurs compagnons blessés. Les Massaï, eux, ne bougeaient plus. Le capitaine, prenant soudain conscience de ce qu'il venait de faire, la regardait hagard. Elle déposa la tête de Manambito sur le sol, délicatement, avec tendresse, puis se releva lentement. Elle ramassa la lance de son frère et d'un geste transperça la gorge du jeune Anglais, dont les yeux à son tour marquèrent la stupeur. En 2 bonds, elle fut sur lui et saisit son pistolet, et sans laisser aux soldats survivants le temps de réagir, elle leur fondit dessus en hurlant et déchargea le barillet. Le conte que les Massaï racontent à leurs enfants dit que Nbélé, après avoir vengé ses frères, prit leur corps, les chargea sur les chevaux et les emmena dans son village pour qu'ils reçoivent les honneurs dus aux guerriers valeureux. Puis, elle fit ses adieux à son père et à sa mère et partit, après s'être vêtue comme un guerrier Massaï, couvert de ses bracelets et colliers de cérémonie. Elle retourna d'abord sur les lieux de la tuerie, afin de laisser suffisamment d'indices pour s'accuser du massacre et détourner la vengeance des Blancs de son peuple adoptif. Enfin, elle s'enfonça dans la brousse en direction du sud-ouest. La légende dit qu'après plusieurs jours de marche, elle tomba épuisée et mourut seule, de faim et de soif. Que les animaux sauvages vinrent apporter des branches et des feuilles pour couvrir son corps, puis que le vent la recouvrit de terre, de sorte que petit à petit, un monticule s'éleva au milieu de la brousse du Serengeti. La légende dit aussi qu'à chaque pleine lune, on distingue la silhouette d'un guerrier Massaï, aux longs cheveux ondulés, qui flotte dans la brise de la nuit, et que c'est une jeune femme qui regarde l'horizon en pleurant son village natal et la perte des siens. Sur les flancs de cette petite colline pousse une petite fleur jaune, Nbélé, la petite fleur de la savane.